Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 1er mars 2025 et on va commencer, bien entendu, par l'énorme clash jamais vu dans l'histoire de la diplomatie entre le duo Trump-JD Vance et Zelensky. Alors déjà, quand Zelensky est venu à Washington, ça se présentait déjà sous de mauvais augures, parce que on parlait déjà sur le fait que Zelensky ne voulait pas de cesser le feu et était très sceptique quant à la signature du second accord proposé par Donald Trump. Quant à, j'allais dire le racket ou le chantage comme on voudra, quant aux terres rares qui doivent être discutées entre les deux parties, alors bon, ça reste toujours 50% des terres rares. Le premier accord, c'était sur 500 milliards de dollars. Le deuxième accord, on ne sait pas trop. C'était extrêmement flou. Bon, bref, déjà, Volodymyr Zelensky était sceptique quant aux résultats de sa rencontre avec Donald Trump, et d'ailleurs, à mon avis, c'était très réciproque. Bref, ça se présentait pas sous le meilleur des augures, et donc s'en est suivi ce que vous savez tous maintenant. Vous avez suivi les informations, je suppose, tout le monde en parle. Il y a eu ce clash absolument énorme, et je le répète, unique dans l'histoire de la diplomatie. Cela ne s'est tout simplement jamais vu, un clash entre deux présidents devant les caméras du monde entier. Donc c'était absolument terrible à voir. Alors que s'est-il passé? Alors moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Pour moi tout ça a été prémédité par Trump et JD Vance, parce que c'était vraiment trop gros, et l'intervention de JD Vance pour surenchérir et Donald Trump qui surenchérit encore dessus me semblait un peu scénarisé à mon avis, hein. Alors pour moi, il y a de très fortes probabilités pour que tout ça ait été un scénario prévu à l'avance par Donald Trump pour pouvoir laisser tomber Zelensky. Et ça me semble très peu probable, je dis pas que c'est impossible, mais ça me semble très peu probable que cet entretien soit parti en vrille de manière naturelle. Ce n'est que mon avis. Bon, bref, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en gros, le ton a monté quand J.D. Vance a dit bon, qu'il va falloir négocier avec Vladimir Poutine et donc utiliser la diplomatie. Là, Zelensky a dit comment la diplomatie, mais la Russie ne connaît pas la diplomatie. Et puis, bon, après, il s'est embarqué dans le blabla habituel, la Russie a agressé l'Ukraine, etc. Bon, tout ce que vous savez déjà, les propos habituels que l'on dit pour se défendre, que la Russie est méchant, etc., etc. À partir de là, ça a parti en vrille vraiment. Donc en gros, Zelensky disait je ne veux pas de cesser le feu, je voudrais que vous m'aidiez encore. Et là, Donald Trump a dit comment? Vous devriez être reconnaissant. Nous, on vous demande de négocier et de faire de la diplomatie avec Vladimir Poutine. Vous refusez, on vous donne 350 milliards de dollars et vous jouez encore les durs. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est nous, les États-Unis, qui vous donnons toutes les cartes. Sans nous, vous n'êtes rien. Et je vous souhaite bonne chance pour vous battre contre la Russie seul, dans le sens sans les États-Unis. Alors évidemment, Zelensky, il a essayé de se défendre en disant «Oh, mais si, je vous ai déjà remercié à moult et moult reprises». Et là, J.D. Vance rebondit, il dit «Oui, vous avez remercié l'administration Biden, mais jamais l'administration Trump.
Jamais. Et dans notre discussion présentement, vous ne nous avez pas remercié. Vous n'avez pas été reconnaissant avec tout ce que l'on vous a donné. Donc, bref, voilà. Ensuite, ça s'est fini en apothéose quand Trump a dit, mais écoute, Zelensky, tu n'as aucune carte en main, c'est nous qui avons les cartes en main. Tu joues avec la Troisième Guerre mondiale, attention, tu prends des risques avec des millions d'Ukrainiens, attention, il a répété, tu joues avec la Troisième Guerre mondiale, attention, attention. Et si tu continues avec cette attitude, eh bien, nous, on va abandonner l'Ukraine. Voilà, alors la conférence, c'est fini comme ça. Après, bon, Trump a décidé avec Marco Rubio que Zelensky n'était plus le bienvenu dans la Maison Blanche, parce que la discussion était dans le bureau ovale. Donc Zelensky est parti précipitamment. Voilà, et ensuite Trump a fait une conférence de presse tout seul, juste après. Et donc Trump a dit un résumé de la conférence avec Zelensky, et il a dit, bon, Zelensky veut pas de cesser le feu, il est buté là-dessus. Lui, il nous a dit qu'il veut continuer la guerre. Lui, ce qu'il veut, c'est se battre, se battre, se battre. Là, je cite Donald Trump, hein. Et donc, il veut absolument continuer à se battre avec, bien sûr, le soutien de l'Union européenne. Et quand il est venu discuter avec nous, je le sentais un peu trop hardi, un peu trop sûr de lui, comme si le fait que les États-Unis allaient l'aider, lui donner des armes, c'était quelque chose d'acquis. Bref, moi ce que je veux, c'est arrêter la guerre immédiatement, je veux un cessez-le-feu immédiat, je veux arrêter les millions de morts et de blessés, je veux arrêter tout cela le plus rapidement possible, mais Zelensky, lui, non. Lui, il veut pas négocier. Lui, il veut continuer à se battre, il veut que les États-Unis continuent à donner des armes et se battre, se battre, se battre. C'est tout ce qu'il veut faire Zelensky. Donc alors, là, c'est moi là, qui fait la conclusion. Donc Trump, il a dit qu'il ne refermait pas évidemment les discussions avec Zelensky, qu'il était le bienvenu pour revenir, mais quand il sera dans des sentiments véritables de paix. Il a ajouté que pour l'instant, Zelensky ne voulait pas la paix. Il voulait continuer à se battre. Donc tant qu'ils ne changent pas d'avis, eh bien, bah, les États-Unis n'aideront plus l'Ukraine. Et si Zelensky s'entête, eh bien, les États-Unis abandonneront carrément l'Ukraine. Bref, voilà. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, pour moi, ça a été scénarisé. Pour moi, tout ça est un jeu fait par Donald Trump pour ne pas perdre la face tout en abandonnant l'Ukraine, ce qui était son plan premier déjà, tout comme le plan de J.D. Vance, hein, qui avait dit déjà en 2022, je me souviens de sa phrase, en 2022, hein, qu'avait dit J.D. Vance, moi je n'ai que faire de l'Ukraine, j'en ai rien à faire de l'Ukraine. Donc ça c'est pour vous montrer l'état d'esprit de J.D. Vance qui a toujours voulu abandonner l'Ukraine. Déjà, faut pas oublier que J.D. Vance est très très entendu par Donald Trump. Beaucoup plus que Elon Musk, hein, contrairement à ce que certains disent, hein. Bref, donc J.D. Vance et Donald Trump sont complètement en phase quant à ce qu'il faut faire pour l'Ukraine. Et donc eux, leur but pour l'Ukraine, c'est qu'il y ait la paix effectivement le plus rapidement possible pour que les États-Unis abandonnent l'Ukraine le plus rapidement possible. Que les États-Unis cessent d'armer et de financer l'Ukraine le plus rapidement possible, afin de redresser bien sûr les États-Unis, mais se préparer une future guerre contre la Chine. Parce que c'est ça qu'il y a dans tous les esprits, surtout côté républicain. D'ailleurs, ça a été dit par Lindsey Graham, pas en termes aussi clairs, mais quasiment, hein. Lindsey Graham est un des proches de Donald Trump, hein. C'est quelqu'un de très écouté quand il parle. C'est une des grandes figures républicaines aux États-Unis. Bref, donc
moi, ce que je pense, c'est que ça a été scénarisé, disais-je, et que en fait, Donald Trump veut abandonner l'Ukraine sans perdre la face. C'est-à-dire que comme il a promis qu'il allait très vite régler cette histoire d'Ukraine, c'est-à-dire qu'il allait très vite apporter la paix, eh bien, bah, pour qu'il tienne parole, bah, il doit tout faire pour cela et le plus rapidement possible. Donc si Zelensky veut continuer absolument à se battre, bah, c'est un obstacle pour Donald Trump. Zelensky doit être retiré de la scène et le plus rapidement possible. Donc si Trump arrive à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire avoir une paix le plus rapidement possible, eh bien, pour Donald Trump, c'est doublement gagnant. D'abord, il sauve la face, ou si vous voulez, il ne perd pas la face, c'est-à-dire il tient ses promesses quant à une guerre rapidement finie, une paix très vite apportée. Et secondement, bah, Donald Trump passe pour un héros qui, à lui seul, a arrêté la guerre. Donc a sauvé énormément de vies, voire même a carrément sauvé l'Ukraine, même si l'Ukraine, pour être sauvée, doit sacrifier une partie de son territoire. C'est comme ça que le voient Trump et J.D. Vance, bien évidemment. Donc Trump, lui, et j'en terminerai là, Trump veut sauver la face en disant, bah regardez, j'ai tenu ma parole, j'ai apporté une paix extrêmement rapidement, et en plus, je suis un héros puisque j'ai sauvé l'Ukraine à moi tout seul, parce que si j'abandonnais l'Ukraine, eh bien évidemment, bah, c'est la Russie qui prendrait toute l'Ukraine et non pas 20% de l'Ukraine. Alors évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais dans la moralité, étant donné que la Russie c'est l'agresseur contre l'Ukraine, c'est normal que les États-Unis doivent continuer. Non, non, non. Les États-Unis, je vous en ai déjà parlé à au moins 2 reprises, les États-Unis, via Donald Trump, ont été illuminés. N'oublions pas ce coup de fil historique d'1 heure et demie entre Donald Trump et Vladimir Poutine, où d'après tout ce que j'ai pu lire, tout concorde, Vladimir Poutine lui a expliqué de long en large comment la guerre a en réalité commencé. Et en réalité, qui est l'agresseur, qui est l'agressé. Donc il lui a rappelé le coup d'État américain à Kiev, il lui a rappelé le bombardement du Donbass par le gouvernement de Kiev pendant plus de 8 ans. Ça fait plus de 15 000 morts, bon, des deux côtés, mais la plupart des morts étaient du côté des Ukrainiens du Donbass. C'est-à-dire, il lui a rappelé que bon, bah, le Donbass a été bombardé par le gouvernement de Kiev, c'est-à-dire le Kiev qui bombardait sa propre population qui était devenue dissidente, bien évidemment, avec artillerie, bombardiers, etc., etc., comme si c'était la guerre au Donbass, hein, ne l'oublions pas, hein. Donc il lui a rappelé tout ça, il lui a rappelé les accords de Minsk, comme quoi il était roulé dans la farine, et peut-être même, alors là ça n'a pas été, je ne l'ai pas vu, hein, ça c'est moi qui ajoute ça, peut-être même que Vladimir Poutine lui a dit, écoute Donald Trump, toi aussi tu as participé à cela, hein. Toi aussi tu as donné des javelines contre nous et tu as continué cette politique quand tu étais président. Donc tu devrais te sentir un petit peu coupable aussi. Tu veux négocier, mais tu nous as mis un... N'oublions pas qu'on a la mémoire longue, et on n'a pas oublié que tu nous as mis aussi un coup de poignard dans le dos quand tu étais au pouvoir. On n'a pas oublié. Donc pour regagner la confiance, si tu veux vraiment la paix et que nous, on se calme aussi de notre côté, bah, il va falloir regagner notre confiance. Étant donné que tu nous as déjà trahis, eh bien, il va falloir que tu fasses très fort pour que nous, on accepte ne serait-ce que s'asseoir à la table des négociations. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump dépend à 100% des décisions de Vladimir Poutine. Concernant l'Ukraine, Vladimir Poutine, lui, a toutes les cartes en main. Et en réalité, Vladimir Poutine pourrait dire à Trump, toi, tu n'as aucune carte entre les mains. Aucune. Nous, on a tout entre les mains. Et en réalité, Donald Trump le sait très bien.
Donc c'est pour ça qu'il a autant malmené Zelensky, hein. Donc Donald Trump doit absolument se mettre bien avec Vladimir Poutine pour que son plan de ne pas perdre la face et de passer pour un héros, voilà, voire même en grattant un petit accord avec l'Ukraine pour piquer les ressources de l'Ukraine, hein, si possible, faut absolument qu'il brosse Vladimir Poutine dans le sens du poil. Sinon, tous ses plans concernant l'Ukraine tomberont à l'eau. Donc comment ça va se finir? Bah, je ne le sais pas, mais en tout cas maintenant il est extrêmement probable que ça se finisse par une capitulation de l'Ukraine, chose qui ferait en horreur l'Union européenne, bien évidemment, mais bon, tout concourt dans ce sens-là. Ça, tout concourt à une capitulation de l'Ukraine. Bon, en tous les cas, nous verrons bien. Il y a eu les gesticulations de Macron et Keir Starmer qui ont travaillé de concert avant que les deux aillent à Washington pour essayer de faire changer d'avis Donald Trump. Évidemment, c'était complètement ridicule et voué à l'échec dès le début. Ils se sont décrédibilisés encore plus si c'était encore possible. Et donc, ils ont tenté leur truc, mais bon, bref. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce clash inouï, jamais vu dans l'histoire moderne. Et là, devant les caméras, ça ne s'est jamais vu. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Là, maintenant, on va continuer. On va reprendre le fil de l'histoire des événements de manière chronologique. Tout d'abord, on a eu cette proposition de paix européenne qui a été votée à l'ONU, ainsi que celle américaine. Alors, celle européenne a été vainqueur. Le premier vote de l'ONU a donné vainqueur la proposition de paix européenne, c'est-à-dire que la Russie est reconnue comme l'agresseur et qu'une garantie de sécurité doit être donnée à l'Ukraine. La proposition américaine ne disait pas que la Russie était l'agresseur et il n'y avait rien de noté quant à des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc ça, c'était les deux points les plus importants de cette proposition de paix réciproque, donc côté américain et côté européen. Alors, les Américains ayant été battus au vote général à l'ONU, ils ont repris leur proposition de paix et ont demandé qu'un vote soit fait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, au Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, les États-Unis ont gagné, c'est-à-dire ils ont pu faire passer leur proposition de paix concernant l'Ukraine, où il n'est plus fait mention de la Russie comme agresseur, et donc qui n'est plus fait mention de l'Ukraine comme étant une victime, ni aucune mention de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Voilà, et en dernière instance, eh bien c'est les États-Unis qui ont gagné, puisqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, les pays concernés ont voté pour, on va dire les principaux, bien entendu, et des pays comme la France et l'Angleterre, eux, se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Et étonnamment, nous avons donc les États-Unis et la Russie qui ont voté pour, donc ils se sont bien mis d'accord, donc ce qui montre quand même un rapprochement certain entre les États-Unis et la Russie. Par contre, à noter que concernant les pays qui se sont abstenus, il faut quand même noter que la Chine s'est abstenue. Elle n'a pas voté avec la Russie et les États-Unis. La Chine s'est abstenue. Bon, on connaît la légendaire neutralité de la Chine, l'extrême prudence de la Chine à l'ONU. Bon, c'est dans la tradition chinoise. Bref, donc on voit bien qu'il y a un grand rapprochement États-Unis-Russie, bien évidemment. Et nous avons aussi comme autre événement le fait que Zelensky doit se rendre à Washington pour normalement signer un accord
entre les États-Unis et l'Ukraine pour que les États-Unis puissent prendre 50% des ressources ukrainiennes, de toutes les ressources ukrainiennes. Alors le premier plan qui avait été fait par les États-Unis où ils devaient prendre l'équivalent de 500 milliards de dollars, ça a été complètement rejeté par Zelensky. Mais après un nouvel accord créé par les États-Unis pour que l'Ukraine veuille bien signer cet accord, il y a eu un allègement, donc les 500 milliards de dollars ont disparu. C'est toujours 50% des ressources ukrainiennes qui devront être prises par les États-Unis. Et cette fois, l'accord ne dit pas complètement non à une petite aide sécuritaire quant à l'Ukraine. Petite aide de sécurité, de garantie de sécurité, mais avec beaucoup de points d'interrogation et avec beaucoup de guillemets, hein. Rien n'est donné, c'est juste peut-être que. Voilà ce qu'il y aurait dans ce nouvel accord. Alors, j'ai regardé vite fait le nouvel accord proposé par les États-Unis, il a été en partie connu, hein, grâce à des journalistes qui ont pu y avoir accès. Et donc, de ce que j'ai pu comprendre, eh bien, cet accord est extraordinaire. Alors, pas comme vous pouvez le croire, il est extraordinaire dans le flou. C'est-à-dire, rien n'est déterminé. Tout est laissé dans le vague, tout est extrêmement vague. On ne sait pas trop de quoi ça parle exactement. Ça reste extrêmement flou, mais on a bien compris que ce flou, qui est absolument exceptionnel, hein, c'est-à-dire l'accord, il est extrêmement court, et en gros, il dit juste que les États-Unis vont prendre 50% des ressources. De quel, pour quel montant, on ne le sait pas. Dans la première version, c'était d'un montant de 500 milliards de dollars. Bon, ça a été complètement rejeté, donc maintenant il n'y a plus rien, mais on ne sait pas pour quel montant. Si on lit l'accord, apparemment, bah, ce serait un accord à perpétuité, c'est-à-dire 50% des ressources de l'Ukraine éternellement, donc même dans 500 ans. Voilà, sauf si les deux parties décident d'arrêter l'accord. Donc il n'y a aucune limite de temps, ce qui est quand même extrêmement bizarre. Bref, un flou absolument total, et j'ai envie de vous dire, peut-être même pire que le premier accord. Puisque le premier accord, au moins, il mettait une limite de 500 milliards de dollars. Là, il n'y a plus de limite. Voilà. Et je ne vois pas en quoi il a été allégé cet accord. Donc pourquoi Zelensky serait d'accord pour se déplacer à Washington? Apparemment, Zelensky aurait dit oui. Mais tout est flou, on ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Les, euh, les, les décisions de Zelensky aussi ne sont pas claires parce que, bon, bien évidemment, il a eu vent de ce nouvel accord. Alors, apparemment, il aurait des velléités de signer cet accord, mais rien n'est fait. Nous verrons. Je suppose qu'il va encore en discuter, mais s'il acceptait l'accord dans l'état, qui franchement n'est pas mieux que le premier accord, pas du tout, puisque le premier accord était du racket, hein, faut dire ce qui est, un complet racket, mais il était beaucoup plus clair que le nouvel accord. Le nouvel accord est complètement flou, il n'y a rien qui est déterminé, à part une seule chose, c'est que les États-Unis prendront 50% des ressources de l'Ukraine. C'est la seule chose qui est sûre. Le reste est extrêmement flou, en des termes extrêmement vagues. Alors je suppose que ce nouvel accord, peut-être que n'est-il qu'un brouillon et que en fait Zelensky, qui doit se rendre à Washington, doit en discuter les vrais contours, les vrais détails, les vrais accords en réalité, et qu'ensuite il y aura un accord final, peut-être. Ce n'est que mon opinion. Mais en tous les cas, si Zelensky acceptait ce second accord, ce serait une haute trahison complète vis-à-vis de l'Ukraine. Ça, c'est absolument certain.
Donc, quelle autre nouvelle on a? Bah, on a eu Macron qui est parti à Washington. Bien entendu, comme c'était tout à fait prévisible, il s'est fait humilier, bien sûr. Et la plus grande humiliation, parce que moi j'ai vu la conférence Macron-Trump devant les caméras. Pour moi, ce que j'ai vu de pire, c'est quand Macron, comme d'habitude, a fait du Macron avec Trump à côté de lui, c'est-à-dire il a longuement parlé, trop longuement, etc. Il a été dans des détails, etc. Bon, bref. Et à la fin, quand il a fini, Trump, il lui a mis une main sur l'épaule ou la cuisse, je ne le sais plus, pour dire bon, bah c'est bon, ok, vas-y, arrête-toi. Et qu'est-ce qu'a dit Trump? Il a dit ouais, je n'ai rien compris à ce que tu as dit, mais la langue française est vraiment une belle langue, hein, quel bel accent. Voilà. Donc, humiliation terrible de Macron qui n'a pu faire que rigoler. Que pouvait-il faire d'autre? Donc, bref, entre autres humiliations, évidemment, ça, pour moi, ça a été la plus grande quand Trump a dit j'ai rien compris à ce que tu as dit, mais vraiment, la langue française est une belle langue. Là, ça voulait tout dire. En gros, parce que quand même tout le monde l'a compris ainsi, ça veut dire bon, vas-y, t'as beaucoup parlé, je me fous complètement de ce que tu dis. De toute manière, à la fin, c'est moi qui vais décider. Voilà, en gros, c'est ça. Et Macron, il est reparti la queue entre les jambes, bien évidemment. Alors, on a aussi Keir Starmer qui est parti à Washington voir Trump. Alors évidemment, il va de soi que Keir Starmer et Macron se sont mis d'accord quant à ces deux voyages. Ils se sont mis d'accord, donc chacun avait son rôle. Bien évidemment, tout ça a été prévu à l'avance. Sauf que Keir Starmer, lui, s'en est bien mieux sorti parce que lui, il n'a pas la personnalité, on va dire, bien à part de Macron, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un de beaucoup plus normal, car Starmer, qui prend un peu plus de recul et qui, bien entendu, a brossé Trump dans le sens du poil pour ne surtout pas froisser Trump. Et Keir Starmer est venu avec on va dire, un atout dans sa manche, c'est-à-dire il a présenté à Trump, pour faire un grand style, une invitation du roi Charles III lui-même. Donc voilà, une invitation vraiment grandiose en Angleterre pour Trump, uniquement pour le flatter, bien évidemment, parce que à la fin, on en arrive là, quoi. Alors, vous voyez un petit peu à quel point Keir Starmer prend Trump pour un imbécile complet, un naïf complet, un idiot complet, comme si cette invitation, voilà, sortie de sa manche, allait tout d'un coup, grâce à la flatterie, complètement retourner Trump. Et pourquoi? Pourquoi? Pour une seule chose, parce que Keir Starmer, il est venu que pour une seule chose. Keir Starmer, lui, il a dit à Trump, nous on est prêts à mettre 30 000 hommes en Ukraine. Voilà. Mais Keir Starmer a bien dit que ça ne pourrait se faire que s'il y a une coalition forte et l'aide des États-Unis. Et l'aide des États-Unis. Donc en gros, le plan de Keir Starmer, mais c'est d'envoyer 30 000 hommes et que les États-Unis protègent ces 30 000 hommes. Voilà, voilà, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, alors évidemment, Trump, il a louvoyé, il n'a pas dit non catégoriquement, mais il a fait entendre à Keir Starmer que non, il n'enverrait pas de troupes en Ukraine, bien évidemment, qu'il ne ferait rien de militaire en Ukraine, et il a laissé entendre à la fin de la réunion avec Keir Starmer que ben, l'Europe devrait se débrouiller toute seule. Voilà, que ce serait bien que l'Europe se débrouille toute seule avec l'Ukraine, militairement. Alors, en gros, Keir Starmer, même avec sa lettre magique de Sa Majesté Charles III, alors déjà, rien que ce geste, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment, on a tellement
aucun argument réel pour faire plier Trump. On va essayer la flatterie la plus patente, la plus ostentatoire. Et Trump étant Trump, bah, peut-être que ça pourrait marcher. Voilà, mais bon, Trump ne s'est pas laissé avoir, bien évidemment, et aux dernières nouvelles, il n'a pas encore accepté l'invitation du roi Charles III, hein. Bref, donc Keir Starmer pathétique, exactement comme Macron, pouvait-il en être autrement? Bien évidemment que non, surtout que quand il y avait les pourparlers avec Macron, les vrais pourparlers Macron, Trump et Keir Starmer, Trump, à chaque fois, il y avait avec Donald Trump, il y avait J.D. Vance. J.D. Vance, qui lui est totalement contre toute aide militaire et même financière à l'Ukraine. Les rêves les plus fous de J.D. Vance, c'est qu'on oublie complètement l'Ukraine et qu'on se concentre sur le Pacifique uniquement. Voilà, et J.D. Vance l'a dit à plusieurs reprises. Lui, il est encore plus clair que Donald Trump. Il parle carrément, lui, J.D. Vance. Donc, bref, les voyages de Macron et Keir Starmer, bah, ça se finit en jus de boudin comme évidemment ça devait se finir. Et concernant Zelensky qui doit être à Washington pour signer ce nouvel accord dont on parle de terres rares, mais c'est complètement faux puisqu'on parle de toutes les ressources en fait intéressantes pour les États-Unis, que ce soit les ressources portuaires, maritimes, gaz, pétrole, terres rares, métaux précieux, et tout, c'est absolument tout ce qui peut être intéressant pour les États-Unis. Les États-Unis prennent 50%. Est-ce que vraiment Zelensky va accepter cela? Eh bien, j'ai envie de vous dire peut-être. Parce que Zelensky, il est complètement aux abois. Parce que sans l'aide américaine, qui en réalité continue un petit peu, infiniment moins qu'avant, mais elle est toujours là, hein, résiduelle, va-t-on dire. Bref, donc faut pas oublier que Zelensky, lui, ne tient que parce qu'il y a la loi martiale en Ukraine. Il ne devrait plus être président normalement. Alors bon, certes, il a été reconfirmé par la Rada récemment, histoire de donner un cachet un peu officiel quand même, qu'il ne soit pas vu comme complètement voyou dans ses fonctions. Bref, donc Zelensky sait très bien que son poste ne tient qu'à un fil, sa carrière ne tient plus qu'à un fil, il sait qu'il va disparaître. Le nouveau candidat à la présidence, maintenant, beaucoup de langues se délient. On sait très bien que le plus gros candidat, le plus probable, ça va être Zaloujny, qui va revenir triomphalement en Ukraine. Ça va être lui, a priori, le nouveau président ukrainien. On a en plus bah, Poutine, évidemment, qui lui ne dit strictement rien. Bon, là, il a laissé entendre que bah, il était ouvert à ce que les États-Unis achètent les terres rares côté russe en Ukraine. Bon, voilà, mais bon, il a dit ça un peu en rigolant. Mais bon, bref, voilà, c'est pour montrer que Poutine essaye de faire un rapprochement, bien évidemment, avec Trump. Là, ça se passe tellement bien que, bon, il fait des petites, on va dire, des petites notes positives. Il balance des petites notes positives de rapprochement, lui aussi, qu'il n'y ait pas que Trump qui fasse des petites phrases de rapprochement. Cela dit, Trump n'hésite pas carrément à mentir pour forcer ce rapprochement, ce qui n'a pas plu au Kremlin. Par exemple, quand Trump a dit que oui, le Poutine serait d'accord pour qu'il y ait des forces alliées, entre guillemets, donc de l'Union européenne en Ukraine, ah, il n'a pas dit non, voilà. Et bon, évidemment, le Kremlin a tout de suite répliqué officiellement en disant que jamais il serait question de forces de l'Union européenne ou même américaine en Ukraine. Ils seraient vus comme des ennemis à détruire. Voilà, donc ça c'est Lavrov qui a été extrêmement clair là-dessus. Bref,
Et maintenant, concernant la Russie, parce qu'on n'entend pas la Russie dans les grands médias, et pourtant Monsieur Lavrov a beaucoup parlé, et oui, il faut écouter le côté russe. Et qu'est-ce que dit Monsieur Lavrov? Il dit pour l'instant, la Russie ne comprend rien à ce que disent les États-Unis. Donc au niveau d'un plan de paix pour l'Ukraine, il n'y a rien de compréhensible, rien de figé. Vous voyez la similitude avec l'accord concernant les terres rares, entre guillemets, hein, côté ukrainien, États-Unis, c'est-à-dire cet accord qui est extrêmement flou, dont je vous ai parlé précédemment. Et bien c'est pareil pour le plan de paix proposé par les États-Unis. Il est vide en réalité, il n'y a rien. Il y a que des mesures extrêmement vagues, extrêmement imprécises, ça reste dans le flou complet. Et pourquoi ça reste dans le flou complet? Bah parce que les Américains savent pas eux-mêmes comment ça va se finir. Eux, comme ils naviguent à vue, étant donné que c'est Vladimir Poutine qui va décider à la fin et qu'il est le seul maître à bord, et qu'en réalité les États-Unis n'ont aucun levier de pression pour la Russie, en réalité, voilà, ils n'ont aucun levier de pression. Alors certes, il va y avoir une seconde réunion États-Unis-Russie à Istanbul, après le sommet de Riyad qui a été juste là comme un premier pas pour des pourparlers. Je dis bien un premier pas pour les pourparlers, parce que c'était ça, hein, le sommet de Riyad. À Istanbul, ça va être un petit peu plus précis, un peu plus sérieux qu'à Riyad. Mais voilà quoi. Donc en fait, les États-Unis sont complètement dans le flou. Ils savent pas trop quoi faire concernant Poutine, la Russie, puisque, encore une fois, je le répète, c'est extrêmement important. Bon, bah, les ressources dont se vante Zelensky, ben, beaucoup sont du côté russe. La victoire russe, ben, quand il y aura la vraie victoire russe, que va-t-il se passer? Que va décider Vladimir Poutine? Est-ce qu'il va encore continuer à aller plus en avant en Ukraine? Ben, les États-Unis ne le savent pas. Donc ils sont dans le flou le plus complet. Voilà. Alors évidemment, tout ça pourrait être résolu si les États-Unis disaient à Poutine, bon, écoute, tu veux aller jusqu'où? Tu veux prendre tous les oblasts russophones? Bon, ok, voilà. Allez, on s'arrête là, mais par contre, tu vas pas plus loin. Ils pourraient faire ça, les États-Unis, en disant, bon, bien sûr, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Voilà, tu prends les oblasts russophones, tout ce qui est vraiment russe, ce que tu considères comme vraiment russe, puisque nous, de toute manière, on se fout éperdument de l'Ukraine. Donc, vas-y, prends ça, et nous, les États-Unis, on va se débrouiller avec ce qui reste de l'Ukraine, quitte à faire un bon petit racket, maintenant qu'on sait quel est le territoire qui est bien délimité, en gros, qui est à nous, puisque les États-Unis vont considérer l'ouest de l'Ukraine comme à eux, exactement comme ils considèrent le Canada ou le Groenland. Et sauf que pour l'Ukraine, ce sera encore plus flagrant, encore plus criant, hein, donc encore plus facile, j'ai envie de vous dire, pour les États-Unis. Et donc voilà, Trump pourrait faire ça. Mais, ça voudrait dire perdre énormément la face. Voilà, alors ce serait bien pour tout le monde, j'ai envie de vous dire, ça arrêterait la guerre en Ukraine, il y aura un cessez-le-feu immédiat, on arrêterait les morts, les blessés, etc. L'économie ukrainienne pourrait enfin repartir, etc., etc. Ça apaiserait les tensions au niveau mondial, les États-Unis seraient gagnantes en réalité, puisque les prix du gaz et du pétrole baisseraient, du fait simplement même que la tension en Ukraine et que la guerre en Ukraine soit finie. Rien que ça, ben, ça bénéficierait même à l'Union européenne et aux États-Unis. Mais bon, ne rêvons pas, on n'en est pas là pour l'instant. Bien que ça soit possible, c'est possible. Peut-être qu'à Istanbul, au dernier sommet, il y aura peut-être quelque chose qui ressemblera à ça. Bref, nous verrons bien.
Alors maintenant, côté militaire, eh bien côté militaire, nous voyons que sur le terrain, bah, ce sont les drones qui prennent de plus en plus de place. L'artillerie n'a plus qu'une petite portion dans la guerre. Elle est toujours bien présente, mais c'est plus l'artillerie qui fait le plus de morts et de dégâts. Ce sont les drones hein, qui font le plus de morts et plus de dégâts concernant les tanks, les véhicules blindés, les systèmes antiaériens. C'est les drones qui prennent largement le pas sur le théâtre des opérations militaires. Donc ça, c'était à noter. Les drones sont rois là pour la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont produit énormément de drones. C'est eux les plus grands producteurs de drones du monde, les Ukrainiens. Grâce à l'argent évidemment de l'Union Européenne et des États-Unis, ça va de soi. Bon, et là je commence à être un peu long, donc je vais abréger et évidemment nous allons voir dans cette vidéo énormément d'autres informations extrêmement intéressantes. Vous allez voir à ne pas manquer donc. Bref, commençons. Alors on va commencer avec un article du New York Times qui nous dit les alliés des États-Unis et de l'Europe profondément divisés à l'ONU sur la question ukrainienne. Les États-Unis se sont opposés à une résolution exigeant le retrait russe d'Ukraine, mais ont obtenu l'approbation du Conseil de sécurité d'une résolution appelant à la paix sans désigner de coupable, exposant ainsi les fissures entre alliés. Donc là, il y a des choses très importantes à révéler. Donc là, que lit-on? Une confrontation sur l'Ukraine entre les États-Unis et leurs alliés européens de longue date s'est déroulée lundi aux Nations Unies, les États-Unis s'étant opposés à un effort visant à condamner l'agression russe et à appeler au retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. Donc ce qui a été donné par les Européens, c'est-à-dire que les forces russes s'en aillent d'Ukraine, ainsi que à condamner officiellement la Russie comme étant un État agresseur, eh bien les États-Unis s'y sont opposés. Donc ils ont opposé leur veto à la résolution de l'Union européenne. Voilà, qui voulait que ça soit bien écrit officiellement. Bon, la ruse des États-Unis, comme je vous l'ai expliqué, c'est après que les votes à l'ONU ont été effectués, mais les votes de l'ONU, même quand l'ONU dit bon ben voilà, cette résolution a été adoptée, il n'y a pas comment dire d'obligation, il n'y a pas de contrainte quant à ce qui a été voté. Par contre, quand il y a un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, là au Conseil de sécurité, en théorie, juridiquement, c'est contraignant. Ça veut dire que là, c'est, j'ai envie de vous dire, le vrai vote. Les votes à l'Assemblée nationale de l'ONU, ça s'apparente à une recommandation. Hein, ce serait bien de faire ça. Le Conseil de sécurité, c'est beaucoup plus sérieux puisque c'est théoriquement contraignant. Donc les États-Unis ont gagné et ont enlevé toute mention de la Russie comme État agresseur et ils ont enlevé tout ce qui est dit concernant un cessez-le-feu, la protection de l'Ukraine par une force militaire et même, s'il faut le rappeler, ce qui a été aussi enlevé, c'est concernant l'intégrité de l'Ukraine. Et oui, ça a été enlevé, bah, c'est obligatoire parce que sinon les États-Unis seraient bien embêtés pour leurs négociations avec la Russie parce que ça voudrait dire ne pas reconnaître la Crimée et les 4 oblasts pris par la Russie et considérés comme russes. Donc tout ça c'est fait au détriment de l'Ukraine bien sûr et donc au détriment de l'Union européenne. Mais on va voir un petit extrait de ce qui s'est passé à l'ONU en vidéo. Je vous laisse voir ça, c'est très court. L'ONU, champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Lundi, une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens est soumise au vote de l'Assemblée générale. Elle demande la fin des hostilités menées par la Russie et le retrait immédiat de ses troupes. Pour
93, contre 18, abstention 65. Le projet de résolution est adopté. Parmi ceux qui ont voté contre, la Russie bien sûr, mais aussi les États-Unis qui déposent une résolution concurrente. Elle réclame la fin rapide du conflit sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un texte très largement modifié par plusieurs amendements de pays européens. Avant d'être finalement adopté, il reconnaît la responsabilité du Kremlin. Loin de s'avouer vaincu, Washington revient à la charge en soumettant la résolution dans sa version initiale au Conseil de sécurité. Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. Les États-Unis et la Russie ont donc voté ensemble un texte au ton neutre sur la guerre en Ukraine. Une rupture majeure avec l'ère Biden, au moment où Donald Trump tente de négocier un accord avec Vladimir Poutine. Toujours le New York Times qui est complètement dégoûté et qui dit « Sous Trump, les nouveaux amis de l'Amérique, : la Russie, la Corée du Nord et la Biélorussie ». En ce qui concerne la guerre en Ukraine, le président Trump trouve une cause commune avec les États les plus éloignés du monde et s'oppose aux alliés traditionnels des États-Unis comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, le Japon et l'Italie. Donc vous voyez, le New York Times est dégoûté. Là, on va juste lire ça. Hein. Dans un geste qui a redessiné l'ordre international, M. Trump a fait voter cette semaine les États-Unis contre une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'occasion du 3e anniversaire de la guerre. Parmi les pays que M. Trump a rejoints aux côtés de la Russie figurent la Corée du Nord, la Biélorussie et le Soudan. À qui s'opposait-il ? La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, le Japon et la majeure partie du reste du monde. Il serait difficile d'imaginer une démonstration plus flagrante de la manière dont M. Trump réévalue radicalement la place de l'Amérique dans le monde à peine un mois après son retour au pouvoir. Il positionne les États-Unis dans le camp des principaux États voyous de la planète. Et oui, tous ces pays-là, pour le New York Times, ce sont des pays voyous. Corée du Nord, Biélorussie, mais bon, il faudra ajouter la liste à bien d'autres pays encore hein, pour le New York Times comme État voyou. Bref, ils sont dégoûtés. Toujours le New York Times qui nous dit « L'Ukraine est sur le point de conclure un accord pour donner aux États-Unis une part de ses richesses minières. Le président Trump a déclaré que le président ukrainien pourrait bientôt se rendre à la Maison-Blanche pour signer un accord, bien que la manière dont celui-ci s'inscrit dans les efforts visant à mettre fin à l'invasion russe et à garantir la sécurité de l'Ukraine ne soit pas claire. » Alors oui, pas clair, c'est un euphémisme. En fait, c'est extrêmement vague. Mais attention, je pense que c'est extrêmement vague à dessein, afin que les États-Unis aient toute l'attitude de s'adapter suite à la future situation qui adviendra peut-être dans quelques mois, donc suite à la victoire russe. Ils se laissent toute l'attitude, d'où le flou quant à cet accord. Évidemment, qui est le dindon de la farce du fait de ce flou, c'est l'Ukraine, bien évidemment. Alors, toujours un article du New York Times qui nous dit « Trump croit que Poutine respectera tout accord de paix avec l'Ukraine ». Bon, c'est du Trump, hein, typiquement. Trump, il dit absolument n'importe quoi dans les médias pour que ça fasse bien, pour montrer qu'il avance. En réalité, Trump n'a pas avancé d'un pouce avec Poutine. Pas un pouce. Alors, qu'est-ce que j'ai pu lire d'intéressant ? Donc là, Trump, par rapport à Zelensky, donc dénigré à plusieurs reprises Monsieur Zelensky. Donc Trump a dénigré à plusieurs reprises Zelensky, notamment en le qualifiant de dictateur. Aussi, souvenez-vous, il l'a aussi dénigré en disant que c'était un acteur moyen, bon, en gros, qui vient de nulle part. Il a toutefois semblé changer de ton jeudi, prédisant que les deux hommes auraient une bonne rencontre en personne. Bon, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de Trump, hein, c'est que de l'hypocrisie. J'ai beaucoup de respect pour lui, tu vois. Vous voyez, encore un mensonge flagrant de Trump
qui a toujours dénigré Zelensky depuis toujours, je dis bien depuis toujours, depuis des années. Bien qu'il esquivait une question sur la question de savoir s'il présenterait des excuses à M. Zelensky vendredi pour son commentaire sur le dictateur. Plus tôt, dans la conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait toujours que M. Zelensky était un dictateur, Trump a répondu d'un ton impassible: « est-ce que j'ai dit ça? Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. » Vous voyez à quel point c'est un menteur et un hypocrite, Trump. Ne l'oublions pas. Il fait de très bonnes choses, hein, Donald Trump, hein, mais ça reste quand même quelqu'un qui dit énormément de mensonges et qui est extrêmement hypocrite et aussi qui est sans foi ni loi. Ne l'oublions pas. L'histoire doit être du côté du pacificateur, pas de l'envahisseur, a déclaré M. Starmer alors qu'il se tenait aux côtés de M. Trump dans la Maison Blanche. Donc Starmer, Premier ministre anglais, qui a été voir Trump pour essayer de faire passer la force de coalition de 30 000 hommes qui seraient franco-britanniques en Ukraine. Mais attention, il demande l'appui de Trump, des États-Unis, pour les protéger militairement. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc le Royaume-Uni est prêt à déployer des troupes au sol et des avions dans les airs pour soutenir un accord en étroite collaboration avec nos alliés, a déclaré Starmer. Alors, en étroite collaboration avec nos alliés, avec la France, hein, pour être plus précis. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui veulent vraiment mettre des troupes en Ukraine, car c'est la seule façon de garantir la pérennité de la paix. Le Premier ministre britannique a profité de sa visite pour remettre à M. Trump une lettre du roi Charles III invitant ce dernier à effectuer une visite d'État. Là, c'est ce que je vous avais dit en introduction. C'est le joker flatterie pour essayer de pousser Trump dans sa direction. Bien entendu, ce sera complètement vain. Mais les efforts de M. Starmer pour pousser M. Trump dans la direction de l'Ukraine, même avec la promesse d'une visite d'État historique avec le roi Charles, ne semblent pas avoir fonctionné. M. Trump n'a fait aucune mention du soutien des forces américaines à une mission de maintien de la paix qui inclurait des troupes britanniques. Et oui, parce qu'évidemment, Trump, il veut négocier tranquillement avec Poutine, il ne veut pas que l'Union européenne gâche son plan de négociation, parce que si jamais ça échouait, Trump serait décrédibilisé à la face du monde, il perdrait la face. Donc Trump doit absolument trouver un terrain d'entente avec Poutine pour qu'il ne se fasse pas ridiculiser par ses propres propos. Puisque au début c'était je vais régler l'affaire en quelques jours, en 6 mois, et si ça traîne en longueur, il passe pour un clown. Bon, bref. Jeudi après-midi, dans le bureau ovale, M. Trump a été interrogé sur ce qui se passerait si la Grande-Bretagne envoyait des troupes de maintien de la paix en Ukraine et que la Russie revenait sur un accord de paix. Les Américains viendraient-ils en aide aux Britanniques en Ukraine si la Russie lançait une nouvelle attaque ? Et là, après des louvoiements, à la fin, il dit « Ils n'ont pas besoin d'aide, les Britanniques. » C'est Trump qui dit ça. Pourriez-vous vous attaquer à la Russie seul, a demandé M. Trump à Starmer. Donc, non seulement il dit à Starmer que les Européens n'ont pas besoin d'aide, quant à sa question sur une intervention américaine pour aider les forces de la paix en Ukraine, mais en plus, il enfonce le clou en se moquant carrément de Starmer. Devant tout le monde, Pourriez-vous attaquer à la Russie seul, a demandé M. Trump à Starmer, assis à côté du vice-président J.D. Vance, le J.D. Vance, le fameux J.D. Vance, et du secrétaire d'État Marco Rubio. Des rires gênés ont éclaté dans la salle. Des rires gênés ont éclaté dans la salle. Vous voyez à quel point Trump se moque de Macron, se moque de Starmer. Il ne s'en cache même plus. Il ne s'en cache même plus. Vous voyez, regardez à quel point il en a rien à faire de l'Ukraine. Là, il a dit que Zelensky, c'était un dictateur, que c'était un comédien moyen, venu de nulle part, à quémander en permanence de l'argent, de l'armement, que c'était un
le plus grand commercial de la Terre, etc. Et bah évidemment, quand on dit ça, et après dire ah bon, j'ai dit ça, tiens, j'ai oublié, vraiment j'ai dit ça, d'un ton impassible, bon vraiment, il se fout de la tête de Macron, de Starmer, de Zelensky et même de l'Ukraine. Il n'en a strictement rien à faire. Bon bref, je finis. Monsieur Starmer était prêt à exhorter Monsieur Trump à ne pas se précipiter pour trouver une solution diplomatique au conflit sans s'assurer que l'Ukraine bénéficie de garanties de sécurité qui empêcheraient la Russie d'envahir à nouveau son territoire. Mais des responsables de la Maison-Blanche ont déclaré jeudi matin, avant la réunion, que les discussions sur l'accord sur les terres rares, dont M. Trump a déclaré que les États-Unis avaient besoin, n'incluaient pas de telles garanties. Eh oui, pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Voilà, au moins c'est très clair. Ici un article de Politico qui nous montre le désespoir et la panique totale de l'Union européenne face à des États-Unis qui se désengagent complètement de l'Ukraine. Ici on a l'Union européenne envisage une arme secrète de 200 milliards d'euros alors que Trump domine les négociations de paix en Ukraine. L'Europe dispose d'un levier considérable après avoir été exclue des négociations clés sur la fin de la guerre en Ukraine. Mais va-t-elle l'utiliser? Alors, j'adore, hein. J'adore Politico. Hein. Armes secrètes. Ça fait plus d'1 an qu'on nous dit que l'Union européenne veut s'emparer des avoirs russes gelés qui se trouvent à Bruxelles et contrôlés en grande partie par la société Euroclear. Euroclear, exactement. Donc ça fait combien de temps qu'ils en parlent? Quasiment 1 an qu'ils parlent de voler cet argent-là. Après ils ont dit bon, c'est trop risqué, on va prendre juste les intérêts de ces avoirs gelés. Et là ils en reparlent à nouveau. Donc vous voyez à quel point ils sont désespérés. Là ils sont prêts à risquer l'économie de l'Union européenne dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus aucun investisseur qui ose investir dans l'Union européenne de peur qu'un jour, quand ça plaira pas à l'Union européenne, de voler leurs avoirs. Et ceux qui sont les plus inquiets, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce que on dit carrément que si l'Union européenne y faisait ça, ça ferait un précédent extrêmement grave et qui aurait des contre-attaques terribles, en particulier en gaz et en pétrole contre l'Union européenne. Puis évidemment, il y aurait le monde international qui serait contre l'Europe, bien évidemment, parce que ce serait du vol pur et simple. J'en ai déjà parlé à moult reprises, c'est très connu, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bref, conclusion, l'Union européenne est désespérée et comme un animal blessé qui est à terre, eh bien l'animal blessé peut quand même s'avérer quand même très dangereux et au final donner un dernier coup de patte magistral qui perdra évidemment l'Union européenne si jamais elle faisait ce désastreux mouvement, mais d'un désastre jamais vu dans l'histoire moderne économique. Je ne crois pas qu'il fasse cela. Et mes derniers mots sur ce sujet, c'est que vous notez que l'Union européenne essaye de saboter autant que faire se peut les négociations entre Trump et Poutine. On a Keir Starmer qui va envoyer une force franco-britannique de 30 000 hommes en Ukraine. On a Keir Starmer qui insiste auprès de Trump, mais avec Macron, pour que les États-Unis garantissent une sécurité militaire en Ukraine. On a Von der Leyen qui pousse pour toujours plus de défense de l'Union européenne, qui veut prendre les 200 milliards des avoirs gelés russes. Vous vous doutez bien que les Russes sont très en colère, qu'il y ait même cette velléité. Donc l'UE essaye, autant que faire se peut, de saboter les négociations États-Unis-Russie. Vous vous doutez bien que Trump, à un moment donné, il risque d'en avoir vraiment marre, de perdre complètement patience. Et là, pour le coup, ça se retournera complètement contre l'Union européenne, puisque déjà Trump a décidé de 25% de taxes sur les produits de l'Union européenne. Il peut aller encore plus loin. Par exemple, reprendre
tout son armement américain de l'Union européenne, faire partir tous ses soldats, et mieux, il pourra dire, bah regardez, vous m'avez poussé dans mes retranchements, et puis moi, à la limite, ça m'arrange. Toutes ces dizaines de bases dans l'Union européenne, ces soldats qui en réalité ne servent à rien, eh bien, c'est autant d'économies que les États-Unis vont faire. Elon Musk va être très content, le Doge va être très content. Donc, à la limite, je gagne sur tous les tableaux en faisant ça. Voilà ce que pourrait dire Trump à l'Union européenne si elle pousse trop loin dans le sabotage des négociations de Trump avec Poutine. Nous verrons bien. Alors là, très vite, parce que j'en ai déjà parlé dans l'introduction, Politico toujours, qui nous dit le Kremlin dément les affirmations de Trump selon lesquelles la Russie accepterait des troupes de maintien de la paix en Ukraine. La Russie n'a pas changé de position sur la présence de troupes étrangères en Ukraine, a indiqué Peskov. Et avant Peskov, M. Lavrov l'avait dit très clairement. Donc, bref, là, c'est juste pour vous montrer que Trump n'hésite pas à mentir devant la presse internationale, juste pour espérer faire une pression médiatique sur Poutine. Voilà, du style, ah bah c'est moi Trump, le centre de l'univers qui dit ça, eh bien ça va obliger Poutine à être plus cool pour les négociations. Si moi je le dis, eh bien Poutine il va l'accepter au final. Voilà, c'est comme ça que raisonne Trump. C'est vraiment malheureux, mais c'est Trump, il est comme ça. Alors ici un article du Wall Street Journal qui nous dit sans l'aide américaine, l'Ukraine perdrait certaines de ses armes les plus sophistiquées si le président Trump coupe les approvisionnements, ce qui est déjà en train d'être fait. Kiev et ses autres alliés auront du mal à combler un déficit en équipement militaire. Sans l'aide militaire américaine, l'Ukraine disposerait de suffisamment d'armes pour poursuivre les combats à son rythme actuel jusqu'à l'été. Ils n'ont que jusqu'à l'été, ont déclaré des responsables occidentaux actuels et anciens. Après cela, Kiev pourrait se retrouver à court de munitions et incapable d'utiliser certains de ses armements les plus sophistiqués. Et oui, ça veut dire adieu les HIMARS, adieu les MLRS, F-16 et peut-être encore d'autres choses comme les attaques MS, etc. et d'autres missiles, on va dire, sophistiqués. Bref, ce serait extrêmement ennuyant. Mais j'ai envie de vous dire, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Jusqu'à l'été, oui, peut-être même avant d'ailleurs. Hein, ça dépendra de l'avancée russe quand le front aura complètement explosé. Nous verrons bien. Alors ici, c'est un article très intéressant de El País, le grand journal espagnol, qui nous dit les clés de l'accord sur les minéraux. L'Ukraine possède des métaux essentiels, mais pas autant de terres rares que Trump le pense. Les dernières études sur le potentiel de Kiev ont été faites à l'époque de l'URSS. Les experts ne pensent pas que les gisements soient aussi importants et commercialisables que le prévoit la Maison-Blanche. Alors pourquoi ils disent ça, El País? Parce que la Maison-Blanche s'est référée au rapport donné par les instituts de géologie ukrainiens. Donc c'est Zelensky qui a donné ça à la Maison-Blanche pour faire miroiter ces terres rares, puisque je vous rappelle que le premier à avoir lancé l'idée de vendre des terres rares ukrainiens aux États-Unis pour que les États-Unis se remboursent un peu, c'est Zelensky le premier qui a lancé ça. Sauf qu'en lançant cette idée, Zelensky il a mis le doigt dans l'engrenage. Et oui, parce que l'idée au final a été vue comme pas si mauvaise que ça par les États-Unis, et en particulier par Trump. Sauf que quand Zelensky a lancé ça aux États-Unis, il ne pensait pas qu'il y aurait un racket derrière, ou un chantage, comme on voudra. Bon, là, c'est plus du racket qu'autre chose. Et donc, bref, il ne pensait pas qu'on en arriverait là, Zelensky, qui se ferait avoir sur toute la ligne en balançant cette idée. Et bien si, alors qu'est-ce qu'a fait Zelensky au tout début quand il avait balancé cette idée? Il avait très exagérément fait augmenter les chiffres, les pourcentages de terres rares et autres métaux précieux.
Bah oui, pour que les États-Unis continuent d'armer l'Ukraine en faisant miroiter les terres rares. Sauf que retour à l'envoyeur du boomerang, eh bien voilà, il a scié la branche sur laquelle il était assis, Zelensky, et maintenant bah, les États-Unis veulent tout. Tout ce qu'ils peuvent prendre, maintenant ils vont prendre. Mais voilà, sans rien en retour, parce qu'en plus, les États-Unis en réalité ne donnent rien en retour. Le premier format, c'était rien en retour officiellement. Le deuxième format de l'accord, c'est peut-être qu'on fera des petites garanties de sécurité. Peut-être, voilà. C'est tout ce qu'on lui a donné en plus, miroité à Zelensky. Connaissant Trump, en réalité, quand il va être devant lui, devant l'accord et qu'ils vont discuter, Trump va profiter de sa présence pour dire, bon écoute, tu signes ou sinon ça va aller très mal pour toi. On te protégera pas des néo-nazis, du FSB, etc. Et pas question que tu aies une maison en Floride comme c'était prévu à la base. Bon, ça c'est moi qui spécule, hein. Mais je vois bien ce scénario-là se dérouler comme ça. Ce n'est que mon avis. Bon, bref, Zelensky qui avait exagéré ses chiffres, eh bien voilà, c'est l'arroseur arrosé et maintenant la Maison Blanche bah, veut récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer. Et comme les chiffres étaient mirobolants de la part de Zelensky, bah, il y a des dollars dans les yeux de Trump aux grandes dames de Zelensky. Alors ici un article extrêmement intéressant et très très édifiant qui en dit très long du Washington Post qui nous dit la population de l'Ukraine, qui a obtenu son indépendance en 1991, était de plus de 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, seuls 31 millions vivent sur le territoire contrôlé par Kiev. Bon, je sais pas, pour ceux qui me suivent assidûment, il y a de cela 7 ou 8 mois, je vous avais dit quel pays avait vu l'Institut démographique de Kiev et leur estimation était de 27 millions d'habitants à ce moment-là. Bon, là, le chiffre officiel du gouvernement, c'est 31 millions. Bref, selon le ministre de la Justice, le nombre de décès est près de 3 fois supérieur au nombre de naissances. Bon, c'est un petit peu logique avec la guerre. Bon, on a une population qui est d'environ 30 millions d'habitants maintenant. En réalité, beaucoup moins, je pense. Mais bon, on va dire environ 30 millions. Et retenez ce chiffre, un peu plus de 50 millions en 1991. Voilà, retenez bien ça. Maintenant, regardez quelque chose de absolument édifiant. Là, on a la courbe de fertilité de l'Ukraine des années 60 à janvier 2022, 1er janvier 2022. Vous voyez que la courbe de natalité a été divisée par deux entre les années 60 et maintenant. Mais surtout, regardez le courbe au moment de la disparition de l'Union soviétique. Regardez la courbe, comment elle a chuté. Et là, en 2000, on a Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Juste à ce moment-là, juste quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, en 2000, qu'est-ce qu'on a? On a une courbe de natalité qui augmente. Bon, après, elle diminue, et elle diminue juste au moment, à peu près, de la prise de la Crimée par la Russie. Voilà. Et c'est à partir de 2014 qu'il y a les tensions qui ont commencé à se faire avec la Russie et donc avec l'Ukraine, n'oublions pas qu'il y a une guerre civile en 2014 suite au coup d'État américain. Donc il y avait en réalité, une petite guerre au sein même de l'Ukraine entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes du Donbass et de la Crimée. N'oublions pas, il y avait une petite guerre, hein. N'oublions pas que le Donbass a été bombardé par des avions bombardiers et il y a eu l'artillerie qui a été fortement utilisée par le gouvernement ukrainien sur sa propre population du Donbass. Ne l'oublions pas. Et regardez, bien évidemment, là, une chute des natalités. Vous voyez la concomitance des faits, là? Entre l'arrivée de Poutine, la Crimée, coup d'État américain 2014, la révolution de Maïdan, etc.
Et oui, à partir de ce moment-là, hop, tout s'écroule. Donc n'oublions pas que la courbe des natalités, c'est le seul élément factuel qui donne en gros le bonheur d'un pays. Plus la courbe de natalité est grande, en gros, plus le bonheur est grand dans un pays. Voilà, c'est ce que disent les démographes et les sociologues, en gros, en général. Bref, et bah, donc on voit du temps de l'ère de l'Union soviétique en Ukraine, ça allait bien, hein. Tout se passait bien, hein. Et avant le coup d'État américain à Kiev, bah, tout se passait bien aussi. Regardez, la courbe de natalité remontait sous l'ère Vladimir Poutine. C'est-à-dire que bon, bah, l'Ukraine s'entendait parfaitement bien avec la Russie. Tout allait bien. Et là, à partir de là, ah, tout s'écroule. Donc, et évidemment, là maintenant, la courbe de natalité, puisque là, malheureusement, il s'arrête au 1er janvier 2022, bah, maintenant, vous vous doutez bien que là, il y a plus de natalité, ou elle est insignifiante maintenant, la natalité. Peut-être qu'elle est à 0,5, quelque chose comme ça, bien évidemment. Bref, donc extrêmement intéressant à souligner et à analyser. Alors là, on a le site militaire bulgare, bulgarianmilitary.com, qui nous dit un F-16 ukrainien effectue sa première frappe air-sol confirmée. La première image confirmée d'un F-16 AM de retour d'une mission de frappe a fait surface, marquant une étape importante de l'évolution des combats aériens de l'Ukraine. Alors bon, bah c'est bien, première frappe air-sol confirmée, mais bon, ça fait un peu pathétique, quoi. C'est pas une frappe qu'il faudrait, c'est des centaines de frappes confirmées qu'il faudrait. Là, il était temps qu'un F-16 fasse une frappe air-sol depuis le temps. Apparemment, ça a été fait avec une bombe JDAM, c'est-à-dire une bombe planante américaine. Bon, bah c'est bien, ils ont fait leur première frappe, bravo à eux, mais ça paraît vraiment ridicule. Alors ici, un article de Business Insider qui nous dit l'Ukraine affirme avoir pris la tête de la course à la fabrication de drones de combat. Donc oui, c'est tout à fait possible. L'Ukraine est devenue le plus grand producteur de drones tactiques et stratégiques, a déclaré son ministre de la Défense. D'après tout ce que j'ai lu, c'est bien possible. Donc au total, l'Ukraine a livré plus de 1,3 million de drones à ses soldats en 2024, a déclaré le commandant en chef. Donc c'est le général Sielski. Encore une fois, ça correspond à ce que j'ai lu, donc oui, c'est tout à fait possible. Mais le plus intéressant, c'est ça. Les drones ont été un élément caractéristique de la guerre en Ukraine, les deux camps utilisant cette technologie en constante évolution avec des effets dévastateurs. C'est exact. Pourtant, selon un rapport de février du Royal United Service Institute, le fameux RUSI du Royaume-Uni, les drones tactiques ukrainiens sont confrontés à des défis importants avec un taux d'échec de 60 à 80% dans les frappes des cibles en fonction de la partie du front et de la compétence des opérateurs. Tout à fait exact. N'oublions pas qu'il y a de cela plus d'un an, le RUSI avait dit que, en gros, il y avait 10 000 drones par mois qui étaient mis à terre par les Russes à cause des brouillages russes électroniques. 10 000 drones par mois à peu près. Donc oui, ajouter à cela la compétence variable des opérateurs, donc des pilotes de drones, oui, le taux d'échec me paraît raisonnable. Malgré cela, il représente encore 60 à 70% des systèmes militaires russes endommagés ou détruits
encore une fois, je suis entièrement d'accord avec l'article. Ça correspond à ce que je lis aussi, moi, côté russe. Donc, effectivement, les Russes aussi disent que la plupart de leur système militaire, alors là, c'est vraiment tout, hein. Véhicules blindés, tanks, système radar, système antiaérien, tout ce qu'on veut. Effectivement, la majorité est détruite par des drones de nos jours en Ukraine. C'est les drones, en gros, qui font quasiment tout maintenant, hein, aux dernières nouvelles. Alors effectivement, bah là, pour une fois, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui est dit par Business Insider et je suis d'accord avec ce que dit le RUSI. Donc ça c'est bien, c'est une évolution aussi, hein, des choses, hein. Maintenant que l'Ukraine a perdu, que la Russie va gagner, les langues se délient, les vérités apparaissent même militaires et de plus en plus. Hein. N'oublions pas que pendant presque 2 ans, ou ouais, même 2 ans, on peut dire, on nous disait que l'Ukraine ne pouvait pas perdre la guerre, que l'Ukraine allait gagner la guerre. On nous disait ça tout le temps, c'était sûr et certain. Donc du côté ukrainien, du côté américain, du côté de l'Union européenne, on nous disait ça. Maintenant, vous avez vu, voilà, le mur des réalités les a frappés en pleine face. Maintenant, on n'en est plus là comme discussion. On n'en est même plus à dire est-ce que l'Ukraine va garder les 4 oblasts et la Crimée. On n'en est même plus là. Hein, on sait très bien que l'Ukraine va perdre ces oblasts-là, bien évidemment. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est que le commencement à mon avis. Enfin, voilà, c'était ce qu'on pouvait dire, c'est le dernier article. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.